mauvaise qualité donc, présentée au monde comme si c'était une rare et précieuse roche lunaire. Mais même en admettant que ces roches proviennent effectivement de la Lune, elles auraient pu être prélevées par une sonde automatique et pas nécessairement par des hommes. Encore une fois, les soviétiques firent la même chose au cours de la même période, avec les missions des sondes automatiques Luna 16, 20 et 24. En aucun cas, donc, indépendamment de leur origine et de leur composition, les soi-disant roches lunaires ne peuvent être considérées comme une preuve que l'homme a marché sur la Lune. Compte tenu de tout ceci, on peut même se demander pourquoi la NASA a ressenti le besoin d'affirmer que ces roches étaient la preuve des missions Apollo, alors qu'ils sont les premiers à savoir que ce n'est pas le cas. D'après les débunkers, les panoramas que l'on voit sur les images des missions Apollo sont trop grands pour avoir été réalisés en studio sur la Terre. Se noi prendiamo le fotografie, questa è la missione Apollo 11, si possono mettere insieme per comporre delle panoramiche. Allora, quanto sarebbe stato grande il set per ottenere una panoramica di questo genere? Giusto per vederla in qualità migliore. Questo è Neil Armstrong che fotografa Buzz Aldrin, clic, 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 in questo modo. Quindi il set ipotetico avrebbe dovuto essere parecchio grande. En réalité, ceux qui soutiennent cette thèse ne connaissent pas les capacités du cinéma à créer des illusions. Voilà par exemple une scène extraite du film Maleficent Desolation, produit par Tom Hanks en 2005. Comme on peut le voir, l'immensité du terrain au loin est très similaire à celle des missions Apollo. Pourtant, voilà la taille réelle du décor où la scène a été tournée. Seul le terrain au premier plan est réel, tout le reste du paysage est projeté sur le fond à l'aide d'effets spéciaux. La seule différence avec les années 60 est qu'aujourd'hui, les images de fond sont superposées sur un fond vert avec des techniques numériques, alors que dans le passé, les images de fond étaient projetées sur une toile hautement réfléchissante à l'aide d'une technique appelée projection frontale. L'un des premiers à utiliser la projection frontale fut Stanley Kubrick dans son film 2001 Odyssée de l'espace. Voici la fameuse scène initiale des singes dans le désert africain. Comme on peut le voir, la savane dans le fond semble immense. Et ceci est le studio où la scène a été tournée. Seule la première partie du décor est réelle, celle au premier plan. Le reste est juste une photographie projetée sur cet écran hautement réfléchissant. Voici un autre exemple de projection frontale dans le même film de Kubrick. Le terrain au premier plan est réel, et nous sommes dans un studio, alors que le reste de l'image dans le lointain est le fruit d'une projection sur un écran réfléchissant. Une façon de savoir si la projection frontale a été utilisée est de vérifier s'il existe une ligne de séparation continue entre le terrain au premier plan et l'arrière-plan lointain qui traverse tout le cadre de gauche à droite. Voilà en effet la ligne qui sépare en studio le terrain réel du décor projeté dans le fond. Et curieusement, on peut noter que dans de nombreuses images lunaires de la NASA, cette ligne continue est bien présente et traverse l'image de part en part, séparant le terrain au premier plan de l'arrière-plan dans le fond. En outre, si l'on étudie certains panoramas des lieux d'alunissage pris à 360 degrés, on découvre que la ligne continue qui sépare le terrain au premier plan du fond avec les collines est pratiquement ininterrompue sur les 360 degrés, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Cela veut dire soit que les astronautes ont atterri sur une espèce de cône tronqué séparé à 360 degrés des collines alentour, ou que les images ont été réalisées en studio et la ligne continue qui les entoure n'est rien d'autre que la séparation entre le décor réel et le fond artificiel. À l'époque des missions Apollo, Hollywood avait en outre déjà mis au point des systèmes pour utiliser la projection frontale même en mouvement. Et il aurait donc été possible de réaliser des scènes en mouvement avec les collines en arrière-plan projetées sur un fond lumineux. Une autre technique pour obtenir un résultat similaire est celle des fonds peints, comme dans cet exemple de film de Hollywood des années 50. Nicola Pecorini a longtemps travaillé à Hollywood comme opérateur et directeur de la photo pour des films avec Stallone, Terry Gilliam et bien d'autres encore.
Nous l'avons interrogé sur cette présumée impossibilité de réaliser d'aussi vastes décors. La tesi di chi dice siamo stati sulla Luna è che sarebbe impossibile costruire un set del genere sulla Terra. Ma non è affatto vero che è impossibile. Cioè, dagli anni 30 che fanno set, perché non è che devi costruire il set fisicamente fino là, cioè, tu costruisci e poi ci sono dei backdrops. Cioè, i set enormi anche in, come si chiamava, Gone with the Wind, erano dei bei dipinti, i cieli. Non è che erano veri cieli. Une autre technique pour laquelle Hollywood est bien connu est celle de la miniaturisation. Des lieux apparemment énormes peuvent être reproduits en studio dans les moindres détails. Les modèles réduits sont également souvent utilisés par Hollywood avec une grande efficacité. En fait, on soupçonne fortement que les images du LEM qui repart de la Lune ont été réalisées en studio avec des modèles réduits. En somme, si l'on devait croire que tout ce que nous voyons à l'écran est vrai, on devrait alors croire que New York a été submergé par un imposant tsunami, que des singes gigantesques sont capables d'escalader l'Empire State Building et que le magicien d'Oz existe vraiment. Une autre preuve des alunissages, selon qui soutient la NASA, est l'ensemble des images de la Lune transmises vers la Terre ces dernières années par les diverses sondes spatiales. En 2009, la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter a effectué une cartographie complète de la surface lunaire et a renvoyé vers la Terre ce qui devrait être les lieux d'alunissage des différentes missions Apollo. Il est naturellement très difficile de considérer ces images comme des preuves effectives des alunissages, quand c'est la NASA elle-même qui est soupçonnée d'avoir falsifié les photos des 6 missions lunaires dans les années 60. Aujourd'hui, un adolescent doté de Photoshop pourrait produire des images similaires en moins d'une demi-heure. Le cas de la sonde japonaise Kaguya est légèrement différent. En 2008, cette sonde a cartographié l'ensemble de la surface lunaire et a transmis des données topographiques qui nous permettent de reconstruire par ordinateur la morphologie du sol lunaire. Selon les débunkers, le fait que les images de la sonde Kaguya présentent un terrain très similaire à ceux vus sur les photographies des missions Apollo serait la preuve que les missions auraient réellement existé. Un des exemples que les débunkers utilisent le plus souvent est celui du fameux Hadley Rille, cette espèce de canyon creusé dans la surface lunaire et où aurait aluni la mission Apollo 15. E questo è il risultato. Ovviamente gli oggetti in primo piano non ci sono perché l'altimetro non riesce a definire anche i sassolini più piccoli, ma le colline sullo sfondo sono assolutamente identiche. Allora, come faceva la NASA ad avere delle fotografie quasi 40 anni fa di un luogo sulla Luna con la forma esattamente giusta che poi 40 anni dopo non siamo riusciti ad andare a verificare? Come faceva? Mistero. En réalité, il n'y a là aucun mystère. Comme le confirme ce documentaire de 1966, la NASA avait déjà envoyé des sondes pour explorer en détail la morphologie des lieux d'alunissage bien avant le début des missions Apollo. Charting actual landing sites for the astronauts is the job of Lunar Orbiter. 2 of the 850-pound satellites have orbited the moon, photographing and mapping wide areas, sometimes sweeping as low as 25 miles above the surface. Here are some of the pictures helping to determine the height and slope of lunar mountains and the depth of craters. Les relevés étaient si précis que la NASA avait construit une énorme map-monde sur laquelle était reporté de façon extrêmement précise chaque détail de la surface lunaire. Il aurait donc suffi de filmer la surface en mouvement de cette map-monde en utilisant par exemple ce rail circulaire pour donner l'impression d'être réellement en train de voler autour de la Lune. En outre, concernant la zone de l'Hadley Rille, la NASA avait par ailleurs construit un modèle 3D qui reproduisait dans les moindres détails le lieu d'alunissage d'Apollo 15. Ce modèle réduit en 3 dimensions était ensuite suspendu au plafond et éclairé par des lampes spéciales qui simulaient la lumière du soleil. En cadrant sur le modèle réduit avec cette caméra spéciale qui pouvait s'approcher à quelques centimètres de la surface, la NASA était capable de filmer toutes les phases de l'alunissage,
transmettant les images sur les écrans du simulateur comme si c'étaient des images réelles vues depuis les hublots du LEM. Ce documentaire de la NASA montre en détail comment fonctionnait le simulateur des alunissages. To the left of the simulator is a three-dimensional mosaic of the moon's surface. Through closed-circuit television, it presents typical lunar landing displays marked by craters, mounds, and boulders. The mosaic gives the astronaut a realistic feel for his final landing approach. Lunar module motion is simulated by moving the map up and down for vertical motion. A camera on a dolly track provides lateral movement. Lights around the camera lens simulate lunar lighting conditions. With these two simulators, a crew can practice the basic flight elements of the Apollo mission from launch complex to landing on the moon and return to Earth. Comme on peut le voir, les images produites par le simulateur ressemblent tellement à celles du vrai alunissage que la question initiale des débunkers peut être inversée. Non seulement la NASA aurait pu tranquillement répliquer en studio la morphologie des lieux d'alunissage, mais elle aurait aussi bien pu simuler l'ensemble de la phase d'alunissage en utilisant précisément les images du simulateur sans jamais avoir besoin d'aller physiquement sur la Lune. La possibilité de vérifier de près les lieux des alunissages s'est présentée en 2007, lorsque Google a lancé le concours international Lunar X Prize. Ce concours offrait une récompense de 30 millions de dollars à la première organisation privée qui réussirait à envoyer un robot sur la Lune capable de parcourir au moins 500 mètres en transmettant les images en direct vers la Terre. Take video and pictures and send them back to Earth so we can all share what your spacecraft can see. Plus de 20 équipes différentes dans le monde entier annoncèrent alors leur désir de participer au concours. Google instaura également une prime supplémentaire de 4 millions de dollars pour qui réussirait à transmettre les images télé en direct de l'un des lieux d'alunissage des missions Apollo. À ce moment-là, Astrobotic Technology, une société de Pittsburgh, annonce à vouloir visiter avec sa propre sonde le terrain d'alunissage le plus fameux de tous, celui d'Apollo 11. Mais la NASA ne se montra pas enthousiaste à cette initiative et en 2011, elle demanda officiellement l'instauration d'une no-fly zone d'au moins 2 km de rayon tout autour des lieux d'alunissage des missions Apollo. L'objectif, selon eux, était de préserver les lieux d'alunissage d'une éventuelle contamination. NASA is taking steps now to preserve the steps they took decades ago on the surface of the moon. They are protecting American landing sites on the moon for historic preservation, presumably because you never know who or what will go back there. And there are a number of missions vying to go back with unmanned craft. They just wanted to clear the area off limits. La demande de la NASA a apparemment été prise très au sérieux, étant donné que tous les participants ont soudainement décidé de renoncer à une prime de 4 millions de dollars. Dans cet article daté de 2012, intitulé « Les fabricants de fusées obéissent aux règles lunaires de la NASA », on peut lire « Les organisateurs du concours à 30 millions de dollars de Google confirment le fait que les concurrents respecteront la demande de la NASA de se tenir loin des sites d'alunissage des missions Apollo. » Une équipe de Pittsburgh dénommée Astrobotic Technology avait projeté d'aller inspecter de près les objets et les empreintes laissées par les astronautes d'Apollo 11. Mais son président, John Thornton, a déclaré que l'objectif principal de cette mission a été déplacé au pôle lunaire. En conclusion, non seulement il n'existe aucune preuve concrète que l'homme soit jamais allé sur la Lune, mais maintenant qu'il y avait cette possibilité de voir de plus près les lieux d'alunissage, la NASA a choisi d'imposer l'interdiction de vol sur toutes ces zones, et ce, simplement pour préserver quelques empreintes sur le sol que, de toute façon, personne ne réussira jamais à voir. Passons maintenant aux principales preuves contre les missions lunaires, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne croient pas que l'homme soit allé sur la Lune. La première question, est certainement l'une des plus importantes, concerne le problème de la radioactivité que représentent les ceintures de Van Allen. En effet, la Terre est entourée par deux ceintures fortement radioactives appelées ceintures de Van Allen. Ces ceintures tiennent leur nom de celui qui les a découvertes, l'astrophysicien James Van Allen. Les formations qu'il a découvertes s'étendent d'un minimum de 1500 km jusqu'à un maximum de presque 40 000 km de la surface terrestre.
Jusqu'à ce jour, toutes les missions spatiales avec des hommes à bord, des capsules américaines Gemini au Soyouz soviétique, des missions de la navette à celles de la Station spatiale internationale, se sont tenues bien en dessous de la zone dangereuse de radiation, suivant ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. Les seuls hommes dans l'histoire à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen seraient les astronautes des missions Apollo. Cette traversée pose cependant des problèmes qu'aujourd'hui encore, personne ne semble avoir résolus. Voyons de plus près l'histoire des ceintures de Van Allen. En janvier 1958, les États-Unis mettaient en orbite leur premier satellite, Explorer 1. Ce satellite contenait des instruments particuliers conçus par le chercheur James Van Allen et dont l'objectif était de mesurer la radioactivité dans l'espace. Le satellite fut mis sur une orbite excentrée dont l'altitude variait entre un minimum de 360 km et un maximum de 2500 km. Grâce à cette trajectoire excentrée, Van Allen fit la double découverte surprenante suivante. Non seulement la radioactivité augmentait à mesure que l'on s'éloignait de la Terre, mais au-delà d'une certaine distance, le compteur Geiger descendait brusquement à zéro avant de revenir à un fonctionnement normal. C'est Van Allen lui-même qui raconte cette expérience. And I began to understand that what was going on here, because we had segments of this orbit when it came down to low altitude, which looked quite normal. Then we had a very rapid change, very rapid increase in counting rate, and then it dropped back to nothing. And then a few minutes later, it came up from nothing to a very high rate and then dropped back to a normal value. And this pattern was repetitive. It seemed to be a systematic pattern. La raison de la brusque descente à zéro était due au fait que les radiations devenaient tellement intenses à partir d'une certaine altitude que le compteur Geiger cessait de fonctionner. And now we'll jump above 600 miles and we'll see what happens when we get closer to the source of radiation. Uh-oh, there it goes back down to zero again. Yes? The transition said yes. It went into something that was strong and then went to zero. Therefore, obviously, had encountered intense radiation. C'est ainsi que furent découvertes les fameuses ceintures de Van Allen. Deux zones circulaires situées dans la magnétosphère qui protègent la vie sur notre planète en piégeant en leur sein les radiations les plus dangereuses provenant du cosmos. En 1959, Van Allen écrivait « Nous avons découvert que notre planète est entourée d'une région, ou plutôt de deux régions, de radiation à haute énergie qui s'étendent dans l'espace sur plusieurs milliers de kilomètres. Cette découverte, écrivait Van Allen, est bien évidemment préoccupante pour les astronautes. Le corps humain devra d'une manière ou d'une autre être protégé de ces radiations, même pour un court passage à travers cette région de l'espace. » Par la suite, Van Allen publia un autre article intitulé « La zone dangereuse. La Terre est entourée par des ceintures mortelles de radiation. » Parlant de la ceinture interne, Van Allen écrivait ceci. « Du fait de la grande faculté de pénétration des protons à haute énergie présents dans cette zone, un bouclier efficace est encore bien loin de nos capacités techniques dans un avenir proche. » Et l'article concluait ainsi. Toutes les tentatives de mission humaine dans l'espace doivent se tenir loin de ces deux ceintures de radiation jusqu'à ce que soient développées des méthodes adéquates pour en protéger les astronautes. Dans ce film de l'Académie scientifique de Californie également, on insiste sur la nécessité de protéger les astronautes contre cette zone de radiation qui est qualifiée de mortelle. The existence of the Earth's radiation belts presents a very serious hazard to future space travel. What is the intensity of this radiation? What does it consist of? How much shielding will the first space travelers need in order to penetrate these deadly areas of radiation safely? La nécessité de développer de nouvelles technologies pour se protéger des radiations était perçue comme un besoin très clair par le président Kennedy lui-même. Against hazards common to many environments. Specifically, our astronauts will need fundamentally new devices to protect them from the ill effects of radiation. Les soviétiques aussi, naturellement, craignaient les effets des radiations venues de l'espace sur le corps humain. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Et de fait, la NASA avait pris cette affaire très au sérieux.
mettant au point des systèmes pour étudier la tolérance humaine aux effets des radiations. At Kirtland Air Force Base, New Mexico, development of a plastic man with the same atomic composition as human tissue enabled scientists to accurately determine the depths of radiation penetration as well as doses without actual human exposure. Il se produisit cependant une chose assez curieuse par la suite. Quand vint le moment de lancer les premiers astronautes vers la Lune, le problème des radiations semblait avoir magiquement disparu. Sans que soit mise au point une quelconque technique de protection, et sans même avoir envoyé d'abord un singe dans l'espace à travers les régions radioactives, en 1968, la première fusée Apollo 8 était lancée vers la Lune. Ce fut la première à devoir traverser les ceintures de Van Allen. La capsule dans laquelle voyageaient les astronautes possédait seulement une fine couche d'aluminium sans aucune protection spécifique contre les radiations. No, the walls of the craft were made as thin and light as possible. The Apollo capsule itself was made unusually thin. In fact, they couldn't even initially carry enough air inside to be the equivalent to sea level air pressure. They ran it at reduced pressure in order to be able to make the walls thinner. Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders furent les 3 premiers êtres humains à traverser les ceintures radioactives. Pourtant, pendant leur mission, cela ne sembla pas les préoccuper le moins du monde. Voici les images des 3 astronautes alors qu'ils se trouvent à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Pourtant, on dirait que le sujet de conversation le plus intéressant est le comportement de la brosse à dents en l'absence de gravité. Dans le rapport final sur Apollo 8, un document de plus de 250 pages plein d'informations techniques de toutes sortes sur la mission à peine terminée, la traversée des ceintures de Van Allen n'est même pas évoquée une seule fois. C'était comme si le problème des radiations et tous les risques annoncés par Van Allen n'avaient tout d'un coup jamais existé. Après Apollo 8, 8 autres missions ont suivi la même route, traversant chacune par 2 fois, une à l'aller et l'autre au retour, les ceintures de Van Allen. Certains débunkers soutiennent que le problème des ceintures de Van Allen a été résolu en choisissant une trajectoire de sortie et de retour qui évite la zone la plus dense en radiation. À ce propos, sur le site de Debunking Clavius, on peut lire « Les navigateurs d'Apollo choisirent une route qui traversait la partie la plus fine des ceintures. Chaque mission a suivi une trajectoire légèrement différente, mais l'inclinaison orbitale de la trajectoire lunaire a toujours été d'environ 30 degrés. En suivant cette trajectoire, explique le site Clavius, un vaisseau pouvait tout éviter, sauf les bords les plus externes des ceintures de Van Allen. Paolo Attivissimo écrit lui aussi dans son livre « Pour les contourner ou pour passer à travers les zones les moins intenses, il suffit d'adopter une trajectoire judicieusement inclinée. C'est ce qu'ont fait tous les vaisseaux des missions Apollo, à l'aller comme au retour. » Mais cette affirmation est démentie par la NASA elle-même. Par exemple, pour la mission Apollo 14, la NASA explique « La trajectoire lunaire était plus proche de l'équateur géomagnétique que les missions précédentes, ce qui fait que le vaisseau a traversé le cœur même des ceintures radioactives. » De toute façon, la NASA a toujours minimisé le problème, publiant des tableaux montrant que les radiations reçues par les astronautes étaient bien en dessous des seuils d'alerte. À ce propos, la NASA a écrit « Les doses reçues par les astronautes d'Apollo étaient négligeables en termes de conséquences médicales ou biologiques qui auraient pu compromettre les fonctionnalités humaines dans l'environnement spatial. » Et même selon les débunkers, une mission lunaire de quelques jours comme celle d'Apollo expose à des radiations globalement équivalentes à celles d'une radiographie ou à 3 ans de vie sur Terre. Problème résolu donc. Évidemment, Van Allen s'était trompé quand il disait qu'il serait nécessaire de protéger les astronautes des rayonnements radioactifs, même pour un court passage à travers cette région de l'espace. Cela étant dit, il reste un dilemme à résoudre. Puisque le problème a été si brillamment résolu dans les années 60, comment se fait-il, alors que la NASA annonce vouloir retourner sur la Lune avec les missions Orion, que les ceintures de Van Allen recommencent à être classées comme dangereuses? My name is Kelly Smith and I work on navigation and guidance for Orion. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation.
radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Mais comment ça? Nous devons relever ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace. Dans les années 60, les radiations reçues par les astronautes d'Apollo étaient équivalentes à celles d'une simple radiographie, et aujourd'hui, nous devons relever ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace? Nous sommes donc face à une situation assez déconcertante. Jusqu'en 68, les ceintures de Van Allen étaient considérées comme très dangereuses par la communauté scientifique. Puis, pendant les missions Apollo, tout d'un coup, elles ne présentent plus de danger et on peut les traverser tranquillement. Et aujourd'hui, elles sont de nouveau considérées comme très dangereuses. Curieusement, les astronautes modernes disent aussi que nous ne sommes pas encore en mesure d'aller au-delà de l'orbite basse et que peut-être un jour nous serons capables d'aller sur la Lune ou sur d'autres planètes. Plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Et ce n'est pas l'interview de l'astronaute Alan Bean, l'un des participants à la mission Apollo 12, qui va nous aider à clarifier la situation. En théorie, Bean est l'un des rares êtres humains à avoir traversé les ceintures de Van Allen. Pourtant, il n'est pas sûr de les avoir jamais atteintes, mais en plus, il ne sait même pas où elles se trouvent. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Et écoutez ce que répond Bean quand on lui explique que les ceintures de Van Allen se trouvent entre la Terre et la Lune. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. Voilà une bien étrange réponse. Au fond, c'est ce même Attivissimo qui explique dans son livre que les astronautes sont tous entraînés à calculer des trajectoires, des rendez-vous et des orbites en utilisant des règles de calcul et en s'orientant par rapport aux étoiles. Comment pourrait-on croire que l'un des rares hommes à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sait même pas où elles se trouvent? Ou bien faut-il comprendre qu'Alan Bean, dans un moment d'inattention, a laissé échapper une vérité bien incommode. I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Question. Pouvez-vous expliquer pourquoi, malgré tout ce que Van Allen avait écrit sur la dangerosité des radiations, la NASA a envoyé les astronautes d'Apollo 8 dans les ceintures de Van Allen sans protection particulière et sans même y avoir d'abord expédié un singe, de façon à évaluer les effets des radiations sur un organisme biologiquement aussi complexe que le corps humain? S'il est vrai, comme le soutiennent les débunkers, qu'une mission lunaire expose à des radiations globalement équivalentes à une radiographie, alors pourquoi aujourd'hui la NASA définit-elle les ceintures de Van Allen comme une zone de radiation dangereuse? S'il est vrai, comme le dit la NASA, que voilà 50 ans, le voyage vers la Lune exposait les astronautes à des doses négligeables de radiation, pourquoi aujourd'hui cette même NASA, parlant des ceintures de Van Allen, explique que nous devons d'abord relever ces défis avant de pouvoir envoyer des hommes dans cette région de l'espace? Comment est-il possible que l'un des rares êtres humains à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sache même pas où elles se trouvent et ne sache pas avec certitude s'il est allé assez loin pour les atteindre? Passons maintenant aux alunissages proprement dits, et regardons de plus près le module spatial appelé LEM, qui aurait transporté pas moins de 12 astronautes et passagers sur la Lune au cours de 6 missions différentes. Le LEM, ou module lunaire, est le module spatial conçu pour emmener les astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais c'est justement ce LEM lui-même qui suscite toute une série de questions, au point de laisser penser que ce véhicule n'est jamais vraiment allé sur la surface lunaire,
et qu'il s'agit seulement d'une espèce de modèle réduit géant soigneusement disposé dans un décor de cinéma. Vu de loin, en fait, le LEM nous apparaît comme une petite merveille de technologie. Mais sitôt qu'on s'en approche, on découvre qu'il ressemble plus à une maquette de studio de cinéma construite à la va-vite, avec des tubes en acier et des feuilles en carton maintenues ensemble à l'aide de simples bouts de scotch. Ce qui frappe surtout, c'est l'usage massif de scotch, collé n'importe comment et un peu partout, comme s'il s'agissait de retouches faites au dernier moment. Avec des températures qui dépassent les 100 degrés au soleil, cela ne semble pas une bonne idée d'utiliser du scotch partout comme cela. Les débunkers soutiennent que l'usage du scotch a fait l'objet d'un choix motivé et précis. Una delle teorie, per esempio, è che il modulo lunare è rivestito di lamierino. Si vede addirittura che è unito con lo scotch, quindi era un simulacro di cartapesta. No, non è vero, perché si va a vedere la documentazione tecnica e salta fuori che il modo migliore per applicare senza aggravare il peso il rivestimento termico in modo che non venisse surriscaldato dal sole era di usare dei giunti adesivi invece delle rivettature che con la dilatazione termica avrebbero causato delle sollecitazioni. Mais cette explication n'est guère crédible. En effet, comme on peut le voir, le LEM est criblé partout de rivets métalliques. Par conséquent, on ne s'explique pas cet amateurisme dans la construction du module lunaire, avec des moteurs recouverts de papier aluminium, des panneaux qui s'assemblent mal les uns avec les autres, et le scotch qui semble avoir été ajouté au dernier moment, apparemment pour tenir ensemble les panneaux qui sinon tomberaient les uns après les autres. Le module lunaire a coûté plus de 2 milliards de dollars de l'époque, équivalent à plus de 21 milliards de dollars en valeur de 2016. Peut-on vraiment croire que la NASA a dépensé tout cet argent pour envoyer dans l'espace un véhicule recouvert de panneaux en carton ? Le second problème que pose le LEM, c'est que sur le terrain situé en dessous, il n'apparaît aucune marque dans le sable, alors que celui-ci aurait dû être chassé par le souffle du moteur. Selon les débunkers, il n'y a pas de raison pour que le LEM ait fait une marque au sol, car une faible puissance lui suffit pour atterrir et il le fait sur une surface très rocheuse de type volcanique. Sulla Luna, essendoci un sesto di gravità, il peso che deve essere sostenuto dal motore è un sesto, quindi la spinta che viene scaricata sul terreno è molto modesta. Non c'è motivo di produrre un cratere, oltretutto in una superficie rocciosa, di roccia vulcanica come è quella della Luna. Mais la surface sur laquelle se serait posé le LEM n'est pas du tout rocheuse comme l'avance Attivissimo. C'est Neil Armstrong lui-même qui contredit cette affirmation lorsqu'il décrit un terrain recouvert de poussière très fine. L'astronaute d'Apollo 14 Alan Shepard fit un commentaire très similaire. James Irwin, astronaute d'Apollo 15, parlait même d'une couche de terrain mou, profonde d'environ 15 cm, tout autour des pieds du LEM. Et de fait, lors des prises de vue, on voit clairement une grande quantité de poussière qui est chassée par la turbine centrale du LEM. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de marque au sol? Cette animation nous aide à comprendre encore mieux ce qui devrait se passer durant l'alunissage. Exactement comme cette souffleuse de feuilles qui éjecte la poussière en surface et dévoile le sol, on s'attendrait à voir sous le LEM une marque dans le sable qui révélerait le terrain rocheux sous la couche sableuse. Mais il n'y a pas de telles traces. Cette animation montre l'atterrissage simulé de la sonde Phoenix sur Mars qui s'est déroulé en 2008. Comme on le voit, Phoenix utilise aussi des réacteurs pour descendre et se poser. Et voici les images réelles du terrain expédiées vers la Terre après l'atterrissage sur Mars. Comme on peut voir, le sable en surface a été balayé par le souffle des turbines que l'on aperçoit en haut de l'image et a ainsi dévoilé le sol sous-jacent.
Pourquoi la même chose ne s'est-elle pas produite sur la Lune? Question. Si une simple souffleuse de feuilles peut chasser le sable en surface et révéler le sol en dessous, pourquoi cela ne se produit-il pas sous le moteur du LEM? Et pourquoi voit-on encore sous le moteur des gravillons qui n'ont même pas été éjectés au loin lors de l'alunissage? Étant donné que James Irwin parle d'une couche molle épaisse de 15 cm, pourquoi sous le moteur du LEM ne voit-on aucune marque dans le sable? Un des problèmes liés à celui de l'absence de marque au sol sous le module est l'absence totale de sable à l'intérieur des pieds en forme d'assiette du LEM. Si ces images illustrent bien les jets de poussière générés par l'alunissage, pourquoi ne retrouve-t-on pas de poussière à l'intérieur des pieds? Mais même dans ce cas, Attivissimo a une explication, un peu particulière il est vrai. La prima missione era molto sperimentale e gli ordini erano: appena tocchi il suolo devi spegnere il motore. Invece era tanta l'emozione e la tensione di quel primo allunaggio che non si sono ricordati di spegnere il motore. Lasciando il motore acceso spazzano via tutta la polvere che c'è intorno al modulo lunare ed è per questo che le zampe sono pulite. Mais l'affirmation d'Attivissimo est fausse. Il suffit de regarder le film original de l'alunissage d'Apollo 11 pour comprendre qu'Armstrong donne l'ordre d'éteindre les moteurs juste après que les lumières de contact se sont allumées et donc avant que le LEM ne touche le sol. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Dans cette déclaration aussi, faite après la mission, Armstrong confirme que le moteur a été éteint un peu avant que le LEM ne touche le sol. In any case, the engine shutdown was not very high above the surface. It was quite close. En outre, le problème de l'absence de poussière dans les pieds se vérifie aussi pour d'autres missions, comme par exemple pour Apollo 12 ou Apollo 14, et donc l'explication d'Attivissimo n'est pas valide dans tous les cas. Il faudrait d'ailleurs que les débunkers se décident. On ne peut pas soutenir à la fois que le souffle du moteur était tellement faible qu'il n'était même pas capable de laisser une trace dans le sable, mais qu'il était suffisamment puissant pour éjecter au loin la poussière présente dans les pieds du LEM durant l'alunissage. L'une de ces deux affirmations doit nécessairement être fausse. Nous posons donc la question suivante. Si ceci est bien la quantité de poussière soulevée par les moteurs du LEM pendant l'alunissage, pourquoi, dans les pieds du LEM, ne trouve-t-on pas la moindre trace de la poussière soulevée? Comment est-il possible que le souffle du moteur du LEM soit assez fort pour éjecter toute la poussière présente dans les pieds et en même temps trop faible pour laisser la moindre marque dans le sable pendant l'alunissage? Venons-en maintenant à l'un des problèmes les plus importants concernant le LEM. L'absence de flammes visibles sous son moteur pendant la phase de décollage. Le module lunaire est constitué de deux blocs séparés, un bloc inférieur et un bloc supérieur, chacun disposant d'un moteur indépendant. Le premier, le bloc inférieur, servait à faire atterrir le vaisseau complet sur la Lune, tandis que le second servait à faire décoller la partie supérieure du module, celle contenant les astronautes. Les deux moteurs fonctionnaient avec un carburant spécial appelé hypergolique. Il s'agit d'un carburant qui brûle simplement en mettant en contact deux composants chimiques particuliers et qui n'a pas besoin de système de mise à feu proprement dit. Les débunkers soutiennent que l'absence de flammes visibles est due justement à ce carburant hypergolique. Sur son site Bad Astronomy, le débunker Phil Plait écrit « Il y a une explication toute simple au fait qu'on ne voit pas de flammes sous le vaisseau quand il repart. Les carburants utilisés ne produisent aucune flamme visible. » Attivissimo, lui aussi, écrit dans son livre « Le produit de la combustion de ces substances est incolore et transparent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flamme sous le LEM au décollage. » Mais cette affirmation est fausse. Les carburants hypergoliques produisent une flamme bien visible, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Voici un test du moteur de la navette spatiale SpaceX, qui utilise du carburant hypergolique. Comme on le voit, la flamme est bien visible pendant la combustion. Et ceci est un test du moteur de décollage du LEM, précisément celui dont nous parlions. To keep it simple, it used so-called hypergolic propellants, a rocket fuel and an oxidizer that explode on contact. Comme vous le voyez, la longue flamme du carburant hypergolique est clairement visible sous le moteur du LEM pendant la combustion.
Sur les images originales de la mission Apollo, pourtant, on ne voit aucun jet. Voici les images retransmises vers la Terre du redécollage d'Apollo 15, celle d'Apollo 16 et celle d'Apollo 17. Dans aucun des trois cas, on ne voit le jet de gaz du moteur qui devrait pourtant être présent sous le moteur du module. On pourrait croire que le carburant hypergolique, dont la combustion est bien visible sur Terre, pour une raison inconnue, deviendrait invisible dans le vide de l'espace. Mais ce n'est pas le cas, comme le montrent ces différents exemples. Ceci est un test du moteur Draco, utilisant du carburant hypergolique enfermé dans une chambre à vide. Comme on peut le voir, le jet émis est quand même bien visible. Le Shuttle aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs de positionnement. Et le Shuttle montre clairement le jet de ses moteurs d'orientation lors de ses manœuvres dans le vide spatial. Voici une autre image du Shuttle qui manœuvre dans le vide en utilisant ses moteurs de positionnement. Le jet de la combustion hypergolique est clairement visible. Voici par ailleurs le vaisseau Soyouz, filmé alors qu'il s'approche de la Station spatiale internationale. Lui aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs directionnels, et dans ce cas aussi, on peut clairement voir les jets, même si cela se déroule dans le vide. Ils sont même encore plus visibles à cause du contraste avec le fond noir du vide sidéral. Tous ces exemples montrent bien que la combustion du carburant hypergolique est tout à fait visible, même dans l'espace. Par conséquent, nous posons la question suivante. Étant donné que ceci est le moteur du LEM lors de tests faits sur Terre, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune flamme, aucun jet visible quand il repart de la Lune ? Non seulement le moteur du LEM ne laisse voir aucune flamme lors du décollage, mais il semble en plus ne produire aucun son particulier. Voici le bruit produit par le moteur du LEM lors de tests faits sur la Terre. Pourtant, pendant les phases de départ, depuis la surface de la Lune, on n'entend aucun bruit particulier. Juste la voix tranquille des astronautes, sans aucun bruit de moteur dans le fond. Certains débunkers expliquent que dans l'espace, le son ne se propage pas et va se perdre à l'extérieur. C'est pourquoi l'on n'entend rien à l'intérieur de la cabine. Mais la cabine est pourtant bien pressurisée, et le moteur est situé au centre de la cabine, entre les deux astronautes. Ce technicien de la NASA nous montre exactement où se trouve le moteur à l'intérieur du LEM. This is the upper docking hatch through which the astronauts will enter the LEM from the command and service module. They will step down here on the ascent engine cover. The engine we looked at before is right on the other side of this cover. Et le même site de debunking, Clavius déclare: le moteur de remontée est situé à l'intérieur du module, il n'est pas attaché sous le module. Même Attivissimo confirme que dans le LEM, les astronautes sont littéralement assis sur le moteur. Praticamente basta avere un cilindro di latta con un motore sotto e gli astronauti americani erano seduti letteralmente sul motore, cioè avevano qua. Lors de la phase de départ, donc, le moteur, qui est en contact direct avec l'air pressurisé de la cabine, devrait émettre un bruit bien audible. Une autre explication des débunkers pour l'absence de bruit du moteur est celle-ci. Les micros utilisés par les équipages dans l'aéronautique sont conçus spécialement pour opérer en milieu bruyant, et qu'il faut donc parler tout près du micro pour bien se faire entendre. Mais il n'existe pas de micro miracle capable d'éliminer tout le bruit ambiant. Si des sons parviennent à l'oreille des astronautes, le micro le captera inévitablement. D'ailleurs, lors du redécollage d'Apollo 15, une chose tout à fait curieuse s'est produite. Quelques instants après le décollage, l'un des astronautes a allumé un magnétophone portable qui se trouvait dans la cabine pour avoir un fond musical. Comme on peut l'entendre, la musique provenant du magnétophone est parfaitement audible, tandis que le moteur, qui à cet instant est à son maximum de poussée, n'émet aucun son. Question. Étant donné, comme le confirment d'ailleurs les débunkers eux-mêmes, que les astronautes sont littéralement assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, pourquoi n'entendons-nous rien pendant le décollage ?
Étant donné que lors du décollage d'Apollo 15, on distingue clairement la musique provenant d'un petit magnétophone dans la cabine, comment se fait-il que l'on n'entende aucun bruit de moteur ?